Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, Jack Miller, nudging him wide as well. Miller and Mir, side to side, they race into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martins for second, but the race winner tonight, no questions about it. And stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode 98, et on va parler du Grand Prix qui s'est déroulé le week-end dernier, avec plein de news, et Stéphane pour m'accompagner. Comment ça va, Stéphane ? Bah ça va très bien, Cyril. La forme ? Ouais, on enregistre, oui, la forme, on enregistre un petit peu plus tard que d'habitude. On est mardi, pour ceux qui, puisque évidemment hier pour les footballeurs, il y avait les footballs qui jouaient un peu. Et puis il y a eu plein d'actu quand même en fin de on va dire en fin de week-end, donc c'était sympa de laisser passer un petit peu le temps, histoire que tout s'officialise, et on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Mais pour commencer, on va parler évidemment du petit jeu où c'est un autre Stéphane qui a gagné les goodies et qui avait trouvé quand même Vignales en pôle. C'était pas facile, les goodies avec la bécannerie. Et donc on va commencer par les news. Alors quelques petites news Moto 3 où Philippe Salac va quitter l'équipe Snipers qui va être remplacé par Sura. Donc le pilote tchèque rejoindra l'équipe allemande Car Expert Brüssel GP à partir du Grand Prix de Styrie, donc qui va se dérouler début août. Et donc Sasaki, pilote Tech 3, est toujours inapte suite à sa commotion qui est survenue à Barcelone. Donc ça commence à faire une bonne période quand même. Et en Moto 2, on a Lorenzo Baldassari qui est remplacé par Manuel Gonzalez, puisque le pilote italien s'est blessé au Grand Prix d'Allemagne, donc au sein de l'équipe Forward Racing. Et la news là par contre est tombée un petit peu plus récemment, c'est Aaron Canet qui va s'engager pour 2 ans avec Ponce Racing, donc à compter de 2022. Je te laisse les news MotoGP. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par la news la moins qui a fait le moins de bruit, on va dire. Morbidelli remplacé par Gareth Gerloff parce que Morbidelli s'est fait opérer du genou. Ouais. Donc remplacé par Gareth qui est chez Yamaha en Mondial Superbike. La VR46 donc s'engage pour 5 ans en MotoGP, dont 3 ans avec Ducati. Finalement, Valentino Rossi fait un peu ce qu'il aurait aimé faire en tant que pilote, c'est-à-dire créer un team 100% italien. Ouais. Parce qu'il était parti chez Ducati à l'époque pour être champion du monde avec un team italien. Là, il repart sur ses vieux amours, à mon avis, pour essayer de porter Ducati en haut avec avec peut-être des pilotes italiens, peut-être son demi-frère. Peut-être on en parlera plus tard. On verra. Après, il y a beaucoup ça. d'ambition. Il y a beaucoup d'ambition de la part du propriétaire de l'équipe qui s'enflamme sur plein de choses. Il voudrait plein de choses, notre ami, mais on verra ce qui va se réaliser. Moi, je te laisse annoncer la grosse news du week-end. Sans être méchant, j'espère que ça sera pas lui qui sera au guidon de la Ducati, malheureusement. Le prince ou Valentino Rossi ? Valentino Rossi. Oh là là. Non, mais c'est méchant, mais bon. C'est méchant. C'est méchant, mais bon, voilà. Alors, la grosse news. La grosse news. Êtes-vous tous assis ? Vignales. Je pense que tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ah bon, allez, alors. Allez, Vignales, du coup, quitte Yamaha pour partir chez Aprilia à la fin de l'année 2021, c'est-à-dire qu'en fait, il honore pas son contrat qui courait jusqu'en fin 2022. Ouais. Et voilà. Alors, quelque part, les mauvaises langues diront enfin, Yamaha s'est débarrassé de Vignales. T'es sûr qu'il y a que les mauvaises langues qui vont dire ça ? Ou peut-être Yamaha même. Non, mais bon. Non. Blague à part, je pense que c'était quand même beaucoup d'années de souffrance chez Yamaha avec, comment c'est Yamaha, c'est quand même un des gros top teams qui a beaucoup d'ambition. Et c'est vrai que, même chez C'est qui en pôle, à chaque fois on se disait, Vignales, un coup il est en haut, un coup il est au fond du trou, 2 courses après il est en haut, 2 courses après il est au fond du trou. Bon, c'est peut-être pas le pilote le plus stable et constant, donc je pense que Yamaha a peut-être eu marre et donc ils ont peut-être un peu poussé vers la sortie. Ouais, alors de ce qui a été annoncé par le communiqué, c'est à la demande du pilote. Donc a priori ce serait Vignales donc qui aurait entamé les discussions pour justement quitter l'écurie. Après, Vignales peut dire bon, allez, on rompt le contrat, mais par contre vous dites que c'est moi qui pars, c'est pas vous qui me jetez.
Ça peut être aussi dans les clauses de c'est possible, je sais pas. Franchement, c'est le problème, c'est que là, on sait pas tout. Non. Et déjà, on en sait assez pour pouvoir en discuter, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, déjà, ça a été officialisé. Par contre, c'est toujours pas officiel avec Aprilia, mais c'est a priori ce qui se goupille, puisqu'il y a quand même beaucoup de sources qui disaient que le deal était déjà entériné et qu'il y avait par contre un petit peu de délai à respecter vis-à-vis des engagements de chacun pour attendre l'annonce. Après, est-ce que c'est une bonne chose? A priori, pour les deux côtés, oui, puisque c'était un consentement a priori mutuel. C'est ce qui est annoncé aussi dans le communiqué. Donc tout le monde a l'air content dans le meilleur des mondes. Ouais, peut-être plus Yamaha que Vignales. Hein, si je suis pas chez eux, mais j'imagine. Je sais pas, parce que là, ils se retrouvent avec... Enfin, je veux dire, quand tu vois Quartararo qui a la même moto que Vignales, ce qu'il fait avec, bon... oui. Voilà, tu peux te dire que il y a un truc qui cloche, quoi. Tu mettrais Morbidelli, tu dirais, bah ouais, ça serait peut-être... à l'époque, chez Petronas, Quartararo et Morbidelli avaient des moins bonnes motos que les usines et faisaient des miracles. Les deux. D'ailleurs, Morbidelli a fini Quartararo, donc tu te dis qu'il serait peut-être pas ridicule... chez le team officiel. Ouais. Bah là en fait l'annonce de la rupture entre Yamaha et Vignales, moi ça m'a surtout poussé à voir un petit peu ce qui s'était passé sur les 5 dernières années. Donc à savoir que Vignales a toujours piloté avec Valentino Rossi. Qu'au départ, moi je pense qu'il y avait un petit peu de développement mutuel, on va dire, c'est-à-dire que chacun avait ses propositions, donc que ce soit Vignales ou Rossi. Après, petit à petit, Yamaha, après la direction de Vignales, il y a eu des résultats comme tu l'as dit, assez inconstants de la part du pilote espagnol. Moi, surtout, ce qui m'embête, c'est que assez vite, il a été mécontent de la moto et il s'en est pas caché. Et je pense aussi que ça a pas mal planqué, certaines, je dirais pas difficultés, mais certaines difficultés du team, et tout le monde s'est réfugié derrière cet argument. Et au final, quand tu vois l'arrivée donc la fin de carrière de Rossi, moi au sein de l'équipe officielle, je la trouve assez j'aurais tendance à dire classique pour un pilote de son âge, hein, c'est-à-dire que ça a été performant jusqu'en 2018, j'aurais tendance à dire. Oui. Et puis après, les années 2019-2020 ont été dans un premier temps on va chercher les podiums, après on va chercher les top 5, et puis l'année 2020 a été très compliquée, et 2021 l'est encore plus. Mais surtout, c'est l'arrivée de Quartararo, moi, qui me pose énormément de problèmes vis-à-vis des capacités de Vignales à développer une moto, parce que la moto que prend Quartararo en début d'année, c'est quasiment la même que celle de l'année dernière. Et surtout, c'est une moto développée par... Il a été très performant et régulier. Ce que n'a jamais réussi à faire Vignales. Et c'est ça qui me conforte dans l'idée que peut-être qu'il y avait des problèmes de moto, mais le principal problème, c'était la performance des pilotes, quoi. Ouais, enfin, après... Cette année, Vignales, en 2021, ne peut pas se cacher derrière l'argument de la moto, puisque je pense que la moto a été développée par Vignales. Donc du coup, c'est sa moto cette année. Et donc du coup, si on fait un raccourci, quand même, Quartararo bat Vignales avec la moto de Vignales. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi je veux bien qu'on me dise que la moto était pas bonne, mais déjà l'année dernière, c'est aussi ce qu'on avait dit pas mal en débrief de fin de saison. La moto, elle est peut-être mauvaise chez les officiels, mais elle est déjà très bonne chez Quartararo, puisqu'il va gagner des courses avec, et Morbidelli va aussi très bien piloter avec. Et si tu regardes encore un petit peu plus dans le rétro, c'était à peu près le même discours quand Zarco était chez Tech 3 et qu'on disait Zarco il y arrive parce qu'il a pas besoin de développer la moto. Si tu veux, avec le recul et la situation qu'on vit cette année, enfin qu'on voit cette année avec un Quartararo performant et un Vignales qui galère, on se rend compte que le problème c'était peut-être pas la moto, mais peut-être plus ce qui la pilotait, quoi. Après, de toute façon, moi, si j'ai un mot à retenir de Vignales, c'est quand même l'inconstance sur toutes les années. C'est ça. Enfin, à chaque fois on en parlait, c'est un coup il est super fort, la fois d'après tu comprends pas pourquoi il est dernier.
La fois d'après les premiers, la fois d'après les derniers. Enfin, tu peux pas être champion tu peux pas être champion comme ça. Ah non, ça c'est évident. Après, une bonne chose ou pas, si tout le monde est content, c'est forcément une bonne chose pour tout le monde. Après, ça place Yamaha dans une situation compliquée parce que ils ont quand même mine de rien 4 motos sur la grille. Et ils ont de toute façon donc Vignales qui part, Rossi, ça m'étonnerait que ça continue. Non, je pense pas non plus. Ouais. Donc voilà, ils ont pour le moment, pour l'année prochaine, ils ont que 2 pilotes, donc Morbidelli et Quartararo. Et il y a 4 motos à piloter. Je pense qu'ils n'auront pas du mal à trouver 2 pilotes pour leur moto. À partir du moment où les autres sont quasiment tous signés, ça va être compliqué, quoi. Enfin, quand je dis les autres, je parle des pilotes Moto 2, parce que pour moi, la filiation directe, c'est les pilotes Moto 2, sauf si tu sors une pépite du chapeau. Mais moi, en Moto 2, ça me semble compliqué, quoi. Il y a plus grand monde. Après, faire monter quelqu'un de Superbike, mettre Gerloff, bon, j'y crois pas trop. Alors le Superbike, il y a eu beaucoup de discussions, enfin pas de discussions, mais il y en a beaucoup qui ont pensé à certains pilotes. Ouais, comme Toprak. Ouais, comme Toprak, mais moi je vois surtout que très très peu de pilotes, et Gerloff c'est pas une bille en Superbike, hein. Après il a la moto de Morbidelli, donc peut-être que c'était compliqué, mais je trouve que le gap entre une Superbike, après je parle uniquement moto, hein, je parle pas du niveau des pilotes, mais je trouve que le gap entre une Superbike et une proto MotoGP, il a l'air d'être très très compliqué à appréhender, quoi. Je pense qu'il est non, parce que tous les gars qui viennent du Superbike en MotoGP, il y a personne qui réussit de toute façon. C'est ça. Et quand on voit, là, on a vu la pige de Gerloff. Bon, c'est peut-être pas non plus le meilleur exemple, mais moi, j'ai un peu peur de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient du Superbike ait vraiment du mal à s'adapter. Après, tout dépend comment ils vont redistribuer leurs pilotes. C'est-à-dire si tu prends 2 top pilotes, c'est-à-dire Morbidelli, Quartararo au sein du team officiel, à mon avis, ça peut être très très performant puisque Quartararo l'est déjà et Morbidelli l'année dernière il a montré qu'il était au rendez-vous. Donc ça serait à mon avis une bonne équipe, enfin une très très bonne équipe, assez jeune en plus, donc prometteuse pour l'avenir. Après sur les 2 pilotes en satellite, ça va être c'est là que ça va tout jouer, quoi. Après ça reste du satellite. Exactement, ça reste du satellite et après c'est un point aussi que je voulais appuyer, compte tenu au vu de la manière dont Yamaha traite ses pilotes satellites sur les dernières saisons, voilà. Après, je pense qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Ouais. Après, t'as comment il s'appelle, Dovi qui est sur le marché. Ouais. Lorenzo. Ah, tu crois encore à Lorenzo, toi? Ah, d'accord. Non, mais effectivement, il est sur le marché, on est d'accord. Ouais. Enfin, Lorenzo, ouais, ça serait rigolo, tiens. Ça serait marrant, il reviendrait chez Yamaha. Enfin, mais non, faut pas rêver. Je crois pas. Faut vraiment pas rêver. Non, mais après le problème c'est que la shortlist est vraiment short, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que là tu vas pas aller chercher en Moto 2, il y a déjà à mon avis beaucoup de choses qui sont signées. Après on y pense tous, c'est-à-dire que les 2 pilotes Tech 3, ils vont certainement perdre leur guidon, mais c'est pas des pilotes qui sont compétitifs. Arrête, Petrucci, il est pas compétitif. Non. Après, s'il faut. Non, il est pas compétitif. Ouais, pas compétitif. Après, pour une saison de transition, tu peux te dire quelqu'un qui connaît la catégorie, tu le prends et puis on va tester, quoi. Et puis voilà. Ouais. On verra bien ce que ça va donner. C'est ça. Il fait le testeur, il lui file des pièces, il fait du dev et puis après il les donne à l'écurie l'écurie officielle. Ouais, encore. Ouais, je sais pas. Wait and see. Enfin bref, ça fout la merde. Enfin, ça fout la merde. C'est à la fois, je pense qu'ils doivent être, comme tu l'as dit. Alors, je sais pas s'ils sont contents de s'en débarrasser, hein. Ouais, je pense qu'ils sont quand même pas mécontents qu'ils partent. Mais je dis ça, je suis pas chez Yamaha, mais. Ouais, je sais pas. Moi, je voudrais bien y être justement pour savoir comment une situation comme ça se règle entre le vendredi et le lundi quand le communiqué tombe. C'est-à-dire que c'est assez c'est un week-end assez mi-figue, hein. C'est-à-dire que puis surtout l'attitude qu'on va voir du gars le dimanche, c'est catastrophique, quoi.
pour l'image des pilotes d'une part et des autocollants qui sont collés sur la moto et sur la combi du pilote, moi je trouve que c'est une attitude complètement irresponsable de sa part. Son attitude dans le parc fermé et sur le podium, quoi. Ah, j'ai pas vu. C'est-à-dire, dans le parc fermé, le mec, voilà, t'as l'impression qu'il attend un arrêt de bus, quoi. Voilà, il attend, il est avec sa gourde, et puis il est deuxième d'une course quand même. Hein. Et ouais. le week-end d'avant, le mec fait dernier. Hein. Là, il fait deuxième en faisant la pole le samedi. Donc, c'était pas un choix de sa part de partir. Je sais pas. J'ai aucune idée, mais c'est là où moi je voudrais comprendre. Après, il est sur le podium. Yamaha a fait son premier doublé. Enfin, Yamaha Factory fait son premier doublé 1-2 depuis 4 ans, je crois, depuis plus de 4 ans. Donc forcément, une petite photo sur le podium avec le patron du team, c'est sympa, quoi. Bah ouais. Et ben non, le mec, non, il se barre. Après, il a plus rien à devoir à Yamaha, et puis il se dit, de toute façon, si je partais en 2022, par exemple, chez quelqu'un d'autre, est-ce que toutes les portes auraient pas été fermées? Peut-être qu'après, il a dû donner plein d'années de contrat, du coup, il s'est dit, bah tiens, je pars plus tôt chez Aprilia, comme ça, je finis ma carrière là-bas, ça peut être aussi ça. Hein. Bah ouais, mais bon, tu sais jamais comment ça peut se passer là-bas, quoi. Parce que quand tu vois déjà avec la Yamaha qu'on lui file, le mec n'a pas des résultats flamboyants. Après, pour des raisons X ou Y, ça, peut-être qu'un jour il écrira un bouquin là-dessus. Mais faut voir que là, s'il va chez Aprilia, c'est les derniers au championnat constructeur. Hein. Donc c'est a priori la plus mauvaise moto du plateau. Donc quand tu lui files la meilleure ou la plus constante, ça dépend de quel point tu te places, mais ça reste une moto compétitive, le mec n'y arrive pas. Si tu lui donnes la plus mauvaise, même si elle est en nette amélioration, je donne pas 3 grands prix avant qu'ils disent la moto c'est de la merde. Faut arrêter de se moquer de la gueule, se foutre de la gueule du monde. Après je sais pas, hein, mais moi je trouve que c'est très compliqué. Hein. Donc de ton point de vue, qui tu verrais pour au line-up Yamaha l'année prochaine? Morbidelli, ça serait le plus logique. Donc en officiel. En officiel. Et en satellite. Oh, alors là. Ah bah peut-être. Allez, vas-y, je m'embrasse. Allez, peut-être Dovizioso avec. Ouf. Avec un pilote avec un pilote Tech 3 qui restera pas cette année. Ouais. Peut-être. Tu crois pas? Ouais, il y a eu des rattrapages de dernière minute comme ça qui pourraient se faire. Qui pourraient se faire. Mais lequel, Petrucci ou Lecuona? Vaut mieux Petrucci que Lecuona, je pense. Ouais. Au moins, il peut te donner des secrets de fabrication de la Ducati. Non, mais Petrucci, ouais, tu le prends pour 1 an et puis puis tu le fais rouler sur un vieux tromblon, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ou sinon tu fais la carte jeune, tu fais monter 2 pilotes de moto 2 et puis voilà, hop, tu leur donnes il y en a plus beaucoup, mais moi la pilote carte jeune je verrais bien. Ouais. Après ce qui serait intéressant ce serait de pouvoir faire un petit tour avec des pilotes Superbike. T'en as parlé et moi je voudrais bien voir typiquement comme tu le disais un Toprak. Je voudrais bien voir Toprak tu vois, avoir 2-3 journées d'essai sur une moto sur une M1 pour voir ce que ça donne. Après, ça typiquement c'est des choses qui peuvent s'organiser en privé, je pense, mais pas spécialement avec des temps autour communiqués. Donc ça, je sais pas. Mais si on va par là, moi j'aurais aimé voir un Jonathan Ries sur une M1. Ouh. Ah bah. Toi, tu casses la tirelire, là, carrément, là. Ah ouais, mais il faut prendre ce qui se fait de meilleur en Superbike. Ouais. Ah, tu crois? Ah, d'accord. Ouais, ça, c'est dans tes rêves. Après, dans ces cas-là, tu peux faire monter, y a des pilotes, il y a Scott Redding, tu peux le faire monter du Superbike sur, il est pas, il est pas chez Yam, mais bon, voilà, il y a des pilotes en mondial qui ont déjà couru en MotoGP. Ouais, il a déjà fait pas mal de MotoGP, ouais. Scott Redding, ouais. Pas con. Ouais, plein de bonnes idées en tout cas. T'as envoyé ton CV ou pas? Aline Jarvis, si tu m'écoutes, je peux te conseiller. Ouais.
Je suis libre et disponible. T'es libre et disponible, ouais. Et tu feras attention à pas casser trop de pièces. Ah, ça par contre, hein, c'est pas moi qui suis sur la moto. Hein. Ouais. Attention. Ouais, parce qu'il y a eu aussi des discussions. Il y a Loves, le nom de Loves qui est sorti pas mal de fois. Après, vu ce qui s'est passé chez Aprilia, c'est un petit peu compliqué, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai. Loves, c'est plus c'est plus vraiment un pari pour l'avenir. Mais ça peut se tenter, quoi. Tu lui signes, tu lui fais un petit 1+1, une saison pour voir, et puis on verra, quoi. Puis si le mec, ouais. Pour dépanner, quoi. S'il faut dire, c'est un an pour dépanner, il faut trouver quelqu'un. Oh, vas-y, la gueule de la dépanneuse, quoi. Oh là là. Bon, on va parler un petit peu course. Allez, vas-y. Alors, on va commencer par le Moto-E, puisque ça courait à Seine, donc, pour ce week-end. Et c'est Granado qui sera en pôle devant Tulovic, et Zaccone Perolari est 9e. En course, c'est Tulovic qui part le mieux, suivi par Granado, et Zaccone va prendre la 2, et Egerter va chuter très vite dans la course. Il va repartir, mais ça va pas aller très 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 loin, parce que c'était très difficile de recoller. Zaccone va prendre les commandes, et Granado va prendre la 2. Torres 3e, et Granado va prendre la tête à 4 tours de l'arrivée. Il va vite creuser l'écart, et ça va se battre entre Torres et Zaccone pour la 2, et c'est Torres qui va monter sur la deuxième place la deuxième marche du podium. Zaccone fera 3, Ferrari 4 et Tulovic 5. Perolari est 11e, donc au classement pour ce championnat Moto-E. C'est Zaccone qui est en tête devant Torres et devant Granado et Egerter qui sont à égalité. Perolari est 13e avec 18 points. Donc on va passer au Moto 3. Allez. Alors en Q1, Mazia, Artigas, Felon et Guevara vont se qualifier pour la Q2. En Q2, Alcoba réalise la pole position devant Fenati et Foggia. En course, c'est Fenati qui va réaliser le all shot. Il va vite prendre le large. Alors, il faut qu'il prenne vite le large car en fait, il a été pénalisé de 2 longues laps pour s'être énervé la veille, entre autres sur son coéquipier sur piste et hors piste. D'autres pilotes vont aussi être sanctionnés par des race-through pour conduite irresponsable pendant la Q1. Alors il y a 6 pilotes qui vont être sanctionnés, dont Mazia et Felon. Donc suite à ces 2 longues laps, Fenati donc va céder la tête de la course à Foggia qui va se retrouver en bagarre avec Garcia principalement. Et au terme d'une lutte acharnée, c'est finalement Foggia qui va remporter la course devant Garcia et Fenati qui réalise une super remontée parce qu'il complétera le podium et donc il finit 3e à 2 dixièmes du vainqueur. Ouais, au championnat ça donne quoi du coup? Alors au championnat, donc t'as Acosta qui conserve le leadership avec 158 points devant Garcia qui a 110 points et Foggia qui a 86 points. Et Felon donc qui a toujours pas marqué de ce point. Ouais, mais bon, sur les 2 dernières courses, on commence à voir que ça progresse, donc c'est encourageant pour la suite. Maintenant, va falloir concrétiser assez vite maintenant, en espérant que la pause va être bénéfique pour lui. On va parler de la FP3 quand même. Allez, vas-y. Parce que déjà il y a eu un dernier tour entre McPhee et Alcoba que je qualifierais de stupide, dans le sens où les deux vont se dépasser comme si on était en course, alors que là on est en FP3, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne sont capables de faire des temps autour dignes de ce nom. Ouais, voilà, qui peuvent les faire passer en Q2 quoi. Donc voilà, ça s'amuse à jouer au con sur la piste à 2. Donc déjà rien que ça, c'est au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir siffler la fin de la récré, parce que si les gars ils veulent jouer à celui qui pisse le plus loin, je pense que les stands soient assez grands pour jouer à ça. En piste, je pense que c'est pas l'endroit pour faire des bras de fer que de ce style-là, quoi. Et ils ont tout le temps en course pour le faire en plus. Donc les FP3, c'est voilà. Pour moi, c'est pas fait pour ça. Non. Mais le plus important pour moi, c'est la chute d'Acosta. C'est-à-dire que dans le dernier tour,
dans le dernier virage du dernier tour, c'est-à-dire que le drapeau à damier avait été posé, bah il va chuter et il va se faire rouler dessus au niveau de la poitrine. Donc la chute est effrayante et par chance il y a eu aucun blessé. Et donc Acosta va passer tout le samedi à l'hôpital et il s'en sort bien puisqu'il pourra courir le dimanche. Mais on n'a toujours pas de réaction pour calmer les ardeurs des pilotes. Donc évidemment, tout ça, on va revenir sur plein de choses. C'est-à-dire que ça fait partie de la course moto. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand il n'y a pas d'enjeu, la prise de risque, elle doit être directement liée à l'enjeu. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas et que ça, là, clairement. Ils sont 400 000 derrière Acosta pour lui faire la spi, alors qu'il y a personne qui peut espérer monter en Q2 dans le paquet. C'est juste complètement inconscient, c'est complètement stupide, et ça a encore failli être dramatique. Donc ça commence à faire. Et quand on voit ceux qui prennent des sanctions sur le week-end, le comportement FP3 a pas été sanctionné et je trouve que c'est vraiment dommage. Et là, on est en train de perdre énormément d'esprit sportif et là, ça devient franchement plus drôle du tout, de mon point de vue. Non, mais je suis d'accord. Disons qu'il y a tellement d'enjeux maintenant dans toutes les catégories que malheureusement les pilotes, j'ai l'impression qu'ils tueraient père et mère pour finir une course en tête. Ouais, c'est mon point de vue. Je trouve que c'est tellement, là, ça commence à être un peu loin de l'esprit de la moto quand même. Bah et ouais, après, voilà. À un moment, à la Dorna, ils ont qu'à dire aussi, maintenant, tout ce qui est répréhensible, tous les pilotes qui ont des comportements un peu trop hard, on leur donne 2 grands prix de suspension ou des choses comme ça, tu enlèves des points au classement. Peut-être que là, ça commencera à calmer un peu les gars. Je sais pas, mais si t'es en bagarre pour le titre et qu'on te dit non, forcément, pendant 2 courses tu cours pas. Ouais. Bon, peut-être que tu fais attention de ne pas faire trop le con sur la piste. C'est ça. Après, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça continue à se comporter comme ça. Après, la direction de course va aussi avoir 5 semaines pour analyser ce qui est en train de se passer en Moto 3, puisque c'est gravissime de mon point de vue. Et surtout, ce sont des comportements qui évoluent, mais dans le mauvais sens, justement. Et faut que ça change, quoi. De mon point de vue, faut que ça change. Parce que c'est pas comme ça que la catégorie doit fonctionner, à mon avis. Qu'il y ait de la bagarre, qu'il y ait un peu de truc, c'est bien, mais après, faut que ça reste correct. Ouais. Bah ouais. Et puis aussi, ça commence à pointer du doigt sur les pénalités aléatoires, dans le sens où, je suis d'accord. a priori, ceux qui sont sanctionnés sont pas les seuls à attendre de voir passer une roue pour se coller derrière. Donc ça commence un petit peu à brailler. Donc moi, je trouve que on est à une fourche. C'est-à-dire que il faut vraiment que la direction de course prenne les bonnes décisions, parce que sinon ça va pas aller dans le bon sens du tout, et c'est déjà un petit peu ce qui est en train de se passer, quoi. Je partage ton point de vue, c'est vrai. On va passer au Moto 2. Allez. Qui pour une fois nous a offert un petit peu de spectacle quand même en course. Ça change. Ah oui. Merci à eux. Ils ont voulu te réveiller aux alentours de l'apéritif, c'est pour ça. On a donc en Q1 Ben Snyder, Canet, Arenas et Garzo qui vont passer en Q2, et c'est Raúl Fernandez qui va prendre la pole devant son coéquipier Gardner, et Loves fait 3, Canet 4, Garzo 5 et Ogura 6. En course, donc Canet va bien s'élancer et Dalla Porta chute d'entrée, suivi de peu par Arbolino. Devant Loves et les 2 Ayo chassent Canet. On a Raúl Fernandez qui a du mal en début de course et commet quelques erreurs, donc ça va leur pousser à une inhabituelle 9e place, c'est-à-dire qu'il va être un petit peu décroché.
Ça chauffe devant entre Loves et Garner, donc dans la dernière chicane, et Augusto Fernandez en profite pour prendre la tête quelques tours avant de céder devant Loves puis Garner, et Raúl Fernandez recolle petit à petit au trio de tête. Donc on a les deux duos VDS-IO, donc qui vont pas mal échanger leur place. Derrière on a Bezzecchi qui est bien remonté de la 16e place à la 6e, et on a Raúl qui va passer Loves et qui est en train de remonter sur Augusto Fernandez, et Di Gianantonio chute, donc Raúl Fernandez va prendre la tête à 7 tours de l'arrivée et va se détacher assez vite. Donc Canet va chuter à 5 tours de l'arrivée, donc c'est dommage puisqu'il était encore dans une position intéressante, et on a Garner qui va profiter d'une erreur de Loves pour prendre la 3, et le Britannique en fait il a regardé ce qui se passait derrière, donc forcément quand tu commences à regarder ce qui se passe derrière, tu regardes plus ce qui se passe devant. Voilà, faut lui mettre des rétros à ce brave homme. Et donc il va également passer à Augusto Fernandez pour la 2, et ça bougera plus. Donc Raúl Fernandez l'emporte devant Garner, Augusto Fernandez et Loves. Bezzecchi 5 et Ogura 6. Au championnat, on a Garner en tête avec 184 points, devant son coéquipier Raúl Fernandez avec 153, et Bezzecchi se replace à une belle 3e place avec 128. Donc là, il y a des beaux écarts qui commencent à se creuser dans cette catégorie, avec une grosse domination des IO. Donc, une course où on a vu Raúl Fernandez tout en maîtrise, donc qui a un petit peu glissé au niveau du classement en début de course, mais ça s'est vite rétabli au train, on va dire. Donc c'était une course où enfin on le voit constant sur la totalité des tours. Il avait toujours tendance un petit peu à décliner sur le dernier quart de course, donc c'était un petit peu, je dirais pas décevant, mais c'était toujours un petit peu inhabituel. Et là on l'a vu un petit peu dans une trajectoire différente, c'est-à-dire prudent au début parce qu'il a fait quelques erreurs, et puis après il est remonté au train et finalement l'emporté. Donc c'est une belle victoire pour un rookie, et aussi à Augusto Fernandez, donc qui se montre enfin, c'est-à-dire coéquipier de Loves, donc qui réussit à montrer la moto aussi, donc c'est intéressant. Et comme je le disais, donc un petit peu d'animation, ça fait pas de mal, parce que d'habitude les courses étaient assez ternes, et là on a vu quand même de belles choses, donc c'était intéressant de voir cette course en Moto 2. Certainement la plus intéressante de l'année jusque-là. Les 10 dernières années. Non, Moto 2, il y a eu des belles courses. Je rigole. Mais cette année, on n'est pas beaucoup gâtés comme l'année dernière. Mais celle-là sûr. était pas mal. On passe au MotoGP ? MotoGP, Ouais. allez, c'est parti. Alors, vont passer par la Q1 Joan Zarco et Pecco Bagnaia. Pole position pour Viñales. Devant Quartararo et Francesco Bagnaia. Du coup, Zarco, lui, s'élance 5e. Fabio va réaliser un super envol. Il va même réaliser le all shot d'ailleurs. Zarco, quant à lui, va louper son départ et va se retrouver 6e dans les premiers virages. Devant, Fabio va se retrouver un temps en bagarre avec Bagnaia. C'est à partir du 8e tour que le Français va se défaire de l'Italien, et le Français ne sera jamais rattrapé, et il va même compter jusqu'à plus de 3 secondes d'avance sur tous ses poursuivants. Il va vraiment cadenasser toute la course. Derrière lui, Bagnaia qui est donc second, va se faire pénaliser dans le long lap pour être sorti trop de fois des limites de la piste, et il ne parviendra jamais à ramarrer le groupe qui joue le podium, à savoir Viñales, Zarco, Mir et Oliveira. De ce petit groupe, c'est finalement Viñales qui va s'en sortir le mieux, puisqu'il va prendre les points de la 2e place, et Mir complète le podium. Le Zarco, lui, va échouer dans les roues de Mir à la 4e place. Fabio Quartararo accroît donc son avance au championnat du monde, puisqu'il possède 156 points d'avance, soit 34 points de plus que Zarco, qui est toujours second. Bagnaia est 3e, Mir 4e. Par quoi tu veux commencer ? Par quoi peut-on commencer ? Bon, on reparle pas de Viñales, parce qu'on a beaucoup parlé en début d'émission. Ah bon, on va en parler quand même. On en parle pas quand même. Ouais. Moi j'ai mis Viñales 2-0 aéro. En fait, on le répète tout le temps, mais je veux dire, quelle inconstance pour ce pilote. Qui est capable du meilleur comme du pire. C'est le meilleur pour tirer une gueule de 100 pieds de long, en tout cas. Et après, Quartararo, pour moi, cette année, c'est le patron, quoi. Eh ouais. Il maîtrise son sujet, il sait prendre des petits points quand il faut les prendre, il sait accélérer au bon moment, il freine fort, il freine tard, sur la piste, tu vois qu'il maîtrise ses courses maintenant, ça y est. C'est ça qui est... Ouais. Et tu dis maintenant, sauf cataclysme, tu dis il est quand même bien parti pour gagner son premier titre.
Là, on peut commencer à faire des pronostics là sur la mi-saison. Bon. Moi, je le dirais pas comme ça, mais enfin, je trouve qu'il a quand c'est même lui qui est le mieux placé, maturité. parce qu'on a quand même pas tout à fait basculé sur la mi-saison. Donc là, on a fait une petite moitié. C'est lui qui est le mieux placé. Il a quand même une avance qui est pas confortable, hein, tant que les courses sont pas courues, c'est pas fait. Mais c'est lui qui est dans la meilleure position. Et surtout que sur la première moitié de saison, c'est lui qui a été, il est en tête et c'est lui qui a gagné le plus de courses, qui a été le plus souvent sur le podium. Donc c'est bien. C'est bien, il est bien dans ses baskets. Faut pas oublier qu'en plus il y a 2 courses qui sont un petit peu de côté. Je mettrais celle où il a eu son syndrome d'éloge, puisque là il perdait 2 gros points, puisqu'il aurait pu, à mon avis, accrocher, je dirais pas facilement, mais il aurait pu prendre un podium. Et puis aussi l'histoire de comment dire, la combinaison, voilà. Donc là aussi il y a des points qui ont été lâchés, mais bon. Après, vaut mieux être dans sa position que dans celle des autres. Disons ça, que sûr. Le second, c'est Zarco. Alors malheureusement, j'aime beaucoup Zarco, mais malheureusement, je le vois pas se battre pour le championnat. Je trouve qu'il est quand même, il fait de super courses, il est là, mais il n'arrive pas à passer ce petit step qui va lui faire prendre la première ou deuxième place à chaque fois, quoi, en fait. Là, en fait, il est 4, 5, la dernière fois, 8, mais je trouve que ça fait 2-3 courses. Il est bien placé, hein, mais il y manque un petit truc, je trouve. Ouais, mais Assen, c'est compliqué pour les Ducati, quand même. C'est un circuit Ducati qui est pas très favorable. Et l'un dans l'autre, là, quand il fait une très très belle course et il prend des points, mine de rien, qui sont importants, et il reprend des points à ceux qui sont derrière lui au championnat. Bon, il en perd sur Quartararo, mais ça c'était rigoureusement impossible à la régulière d'aller chercher cette année à Assen. Et encore une fois, je trouve que Zarco, là, il est premier Ducati encore sur la course. Il est premier Ducati au général. Ouais, il fait un super week-end encore, quoi. Après, tu parles des circuits typés Ducati, mais faut pas oublier que Quartararo a gagné au Mugello, qui est quand même un circuit plutôt typé Ducati. Donc, il a quand même une Yamaha qui roule vite partout. Voilà, il sait exploiter sa machine, ça c'est sûr. Et il sait surtout, comme tu le dis, je dirais pas déjouer les pronostics, mais là où on l'attend peut-être un petit peu en retrait, il sait quand même être au rendez-vous pour marquer des gros points, quoi. Et ça c'est sa grosse force cette année, quoi. C'est très très solide, c'est très très performant, très constant, et effectivement c'est comme ça que tu construis une belle saison, quoi. Et c'est ce qu'il faisait pas l'année dernière. Là, il se dit, même si je suis 6ème, il faut que je sois 6ème, c'est pas grave, je marque les points de la 6ème place. Bien sûr. Mais après la fois d'après, il gagne la course au fini second. Ouais, malheureusement, Zarco, il a pas encore franchi ce cap là, c'est-à-dire qu'il est des fois 2ème, mais il est quand même plutôt entre 4-6. Mais c'est dommage. Il a perdu quelques points là ce week-end. Ouais, mais bon. Moi, j'ai un regard assez bizarre sur le championnat, c'est-à-dire que je regarde le premier français et je regarde le premier non français, c'est-à-dire qu'en gros, je regarde l'écart entre le premier et le 3e, parce que ce soit Zarco ou Quartararo qui prennent le titre. Pour moi, je serais aussi heureux pour l'un que pour l'autre. Donc, ouais, voilà. Donc, moi, si tu veux que Zarco perde des points sur Quartararo, entre guillemets, c'est une histoire entre deux. Mais moi, en tant que supporter, oui, en tant qu'amateur MotoGP, j'ai pas de préférence. Tout ce que je veux, c'est voir des belles courses et voir que ils pilotent bien tous les deux. Ils sont très très bons, ils sont compétitifs, ils sont là où on les attend. Il y a pas de, contrairement à ce que dit Rarine, c'est ça, on y reviendra après. Il y a un comportement en piste qui est irréprochable de leur côté. Moi, je trouve qu'ils nous offrent jusque-là, ils nous offrent une saison pleine de chaque côté.
c'est très beau à voir, c'est super, et Quartararo, il est très rapide sur un tour, il fait pas de pole, mais il est vraiment pas loin de Vignales, et il est au top, quoi. Donc il faut faire un bel été, faut se reposer, parce qu'a priori il a eu aussi des petites douleurs au bras pendant la course, donc il faut se reposer, faut faire le nécessaire pour que le physique tienne, et puis bah faut continuer, et on verra jusqu'où ça ira. C'est vrai. Après voilà, moi j'aime pas trop, c'est mon côté un peu je dirais pas pessimiste, quoi, mais plutôt réaliste, c'est-à-dire qu'il faut prendre voilà, maintenant ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a trouvé la bonne formule. C'est-à-dire que autant avant ça fonctionnait bien, mais il y avait toujours un petit couac qui pouvait déstabiliser un petit peu le week-end. Là, il réussit toujours à ce que déjà d'une part le samedi il est présent, et le dimanche aussi, quoi. Donc il faut continuer avec la même recette, ça a l'air de marcher. Et surtout, il réalise de bons départs depuis 2-3 courses. Ouais, ça aide, hein. Ouais. Ça aide. Ouais, je voulais parler un petit peu de Nakagami, ouais, parce qu'il a fait un bon début de course, hein. Je l'ai trouvé incisif, présent. Et puis après, bah, il a fait une petite excursion hors piste. Enfin, il est sorti un peu large. Et puis ça s'est un petit peu effiloché, quoi. Donc c'est un peu dommage, parce que Nakagami, j'ai l'impression que c'est un pilote qui plafonne, quoi. Alors ouais, ça. Ouais, c'est déjà un peu inconstant, quoi. Et des fois, tu les vois, ils sont dans les premiers, puis 10 tours après, ils sont plus là. C'est vrai. Bah là, c'était ça, hein. Le mec, il a été là au début, il a été au contact, et puis au bout d'un moment, ça a décroché, et puis on l'a plus vraiment vu, quoi. Après, Non, il a fini avec les autres Honda. C'est ça. C'est moche. Avec les frères Marquez. Et voilà, Tu veux parler de Marquez ou pas? Non? Rien de spécial? Non, moi j'avais noté encore Oliveira dans le top 10, et j'ai dit beau travail de KTM, parce que on les voit plus gagner comme l'année dernière, mais finalement ils font quand même encore des courses solides, hein. Ils sont dans le top 5, donc c'est pas mal. Avec Oliveira en fer de lance, quoi. En fer de lance. Ouais. Et voilà, il faudrait qu'ils confirment un peu plus, mais ils reviennent. Ouais, c'est Oliveira, comme tu dis, une très très belle très belle course, quoi. Encore un beau top 5, un beau travail. Binder, c'est un petit peu moins bon, quand même, je trouve. C'est un petit peu plus un peu plus dur, hein. Ouais, c'est plus dur. Et comme tu dis, il y a un bon redressement de KTM, mais il est surtout porté par Oliveira, et c'est intéressant, parce qu'il réussit à être quasiment à chaque course dans le top 5, et c'est pas mal, quoi. C'est intéressant. C'est intéressant. On n'a pas parlé de la chute de Marquez en FP2 vendredi, quand même. Vas-y, je te laisse commenter alors. Bah, commenter, c'est simple, hein. C'est le plus beau high side de la saison jusque-là, de mon point de vue. Là aussi, on a eu très très peur, parce que ça retombe, ça monte très très haut, donc forcément quand ça retombe, ça peut faire très mal. Bon, il s'est pas blessé. Il a eu mal à la jambe. Apparemment, il a eu mal au pied le dimanche. Oui, bah je pense, oui. Bah moi je pense que j'aurais eu aussi plus que mal au pied, quoi. T'aurais pu me mettre 4 airbags, si tu me mets pas 18 cartons au point de chute. Enfin, je pense que c'est compliqué, quoi. Mais alors, encore une fois, je dis Marquez, il va un peu trop chercher les limites. Alors ça, j'en ai parlé avec, alors je crois que c'est avec Pierre que j'en ai parlé sur Twitter, où là c'est une chute assez. Justement, c'est Marquez après coup, il a un petit peu pointé du doigt la moto, parce que effectivement c'est pas une chute qu'il a l'habitude de prendre, c'est-à-dire que souvent il perd l'avant. C'est des chutes qui sont souvent il les rattrape déjà avant de chuter. Ouais. Donc voilà, souvent c'est des pertes de l'avant.
Et ça, en général, c'est des chutes, tu peux pas les rattraper par l'électronique, les pertes de l'avant. C'est-à-dire, tu perds l'adhérence et puis ta moto elle glisse et c'est en général des chutes où tu te fais pas spécialement mal. Mais là, c'est un high side dans le sens où l'arrière décroche. Et puis quand ça raccroche, t'es catapulté de la moto, hein, donc et là clairement c'est le traction control qui a pas bien fait son rôle, quoi. C'est-à-dire que tu commences à patiner de l'arrière et puis quand ça raccroche, trop tard, quoi. Dur quand même de rechuter encore, de faire encore un gros gadin pour le moral, pour le physique. Ah bah oui, surtout il revient, il tombe quand même encore énormément, Marquez. Bah ouais. Il a de la chance de pas s'être encore refait mal. Ou beaucoup fait mal. Mais, il chute trop. Là, celle-là, je lui mettrais pas à son, comment dire, c'est pas de sa faute. C'est pas trop de sa faute. Mais il chute quand même, quoi. Malheureusement. Ouais, bien sûr. Mais, pour moi, c'est plus vraisemblablement un problème, pas un problème, non, mais un paramétrage traction control qui était pas bien fait, quoi. Enfin, c'était voilà. Ouais. Parce que des chutes comme ça, la dernière grosse chute comme ça que j'ai en tête sur c'est Pedrosa quand il se fait exploser quand il se fait arracher son fil de capteur de couple, quoi. Ou quand il remet gaz en sortie de virage, il prend la même, quoi. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'il a pris. C'est-à-dire, il a mis gaz et ça a patiné, ça a dérapé derrière, ça a glissé. Et quand ça raccroche, c'est parti, quoi. C'est la fête du slip. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça, mais tu vois, du coup, il finit 7ème. Il est quand même à 10 secondes de Quartararo. Ouais. Moi, j'attendais un peu plus de Marquez. On se dit la dernière fois, bon, ça y est, est-ce qu'il va revenir? Il a gagné la course. Et là, il a pas confirmé son regain de forme de la course précédente. Ouais, mais il y a les conditions qui font que, quoi. À Assen, oui, puis de toute façon, quand on prend une comme ça le vendredi, je peux comprendre que le dimanche ce soit un petit peu plus compliqué, quoi. Je pense que quand il faut mettre la combi, ça doit piquer. Mais c'est dommage. Enfin, c'est. Disons que on attendait peut-être un peu mieux de cette course-là. Ouais, je sais pas. Franchement, parce que tu dis quand tu vois ça, tu dis, bon, la dernière fois il a gagné, mais là il était encore dans le dur. Et quand est-ce qu'il va vraiment revenir, en fait? Quand est-ce qu'il va vraiment revenir? Et va-t-il revenir? Ça c'est l'avenir qui le dira, mais déjà en regagner une, c'était pas mal, hein. Après, être régulièrement devant toutes les courses, ça risque d'être un petit peu plus long. On verra. Mais à voir. Ouais. Mais... Moi, ce qui m'embête plus chez Honda, c'est de voir qu'Alex Marquez, c'est compliqué. C'est tous, hein. Espargaro, Alex. Oui, Paul Espargaro, voilà. Enfin bon. Finalement, t'as que Nakagami qui a réussi à montrer un peu le bout de sa Honda sur les premiers tours de course. Ouais. Ouais, c'est dommage. C'était Nakagami, donc du coup, il pouvait pas finir une course sans sortir, mais. Ouais. Ouais, c'est pas flamboyant pour Honda encore, hein, mais bon. Bon, alors après, est-ce que ils vont gommer la saison 2021 et se dire si Marc Marquez il se casse pas quelque chose, on pourra faire une vraie intersaison, faire des vrais devs de la moto et repartir sur une nouvelle base l'année prochaine. Espargaro, il aura déjà roulé une année avec la bécane, bon, peut-être que. Ouais, j'espère que quand même pour Espargaro ça va s'améliorer un petit peu sur la fin de saison, hein, parce que jusque là c'est quand même pas flamboyant, hein, cette affaire. Enfin, moi je trouve qu'on est loin du compte sur un Espargaro. Non, 41 points en 9 courses. Il finit 10ème, hein, encore à 18 secondes du vainqueur, donc c'est loin, hein. C'est loin. Ah ouais, c'est loin. Ouais. C'est très très loin. Mais donc, quand tu vois ce qu'il a fait avec KTM et ce qu'il fait avec Honda, tu dis mais c'est le jour et la nuit. Il pouvait se foutre de la gueule de Zarco, si tu me peux me passer l'expression. Ah, t'es méchant. Mais c'est lui qui a commencé d'abord. C'est pour ça. Il pouvait. Ah là là. Ouais. Est-ce que tu veux parler du champion du monde en titre? Du champion Mir?
Ouais. Bah, il fait une belle 3e place quand même. Il sauve les meubles, hein. Il sauve les meubles. Mais encore une fois, dommage que alors soit lui, soit la moto, ou soit un peu des deux, qu'ils n'arrivent pas quand même à mieux se qualifier, parce que s'ils se qualifient plus devant, est-ce que ça serait peut-être pas les mêmes courses? Ou c'est possible, mais de toute façon sur ce week-end-là, quand tu vois le week-end que font Quartararo et Viñales, ils sont intouchables, donc faire 3e, c'est le mieux que tu puisses espérer, quoi, je trouve. Et il fait une course solide, tu vois, de mémoire, il est pas très loin. Il finit à 6 secondes de Quartararo. Donc. Il gagne entre guillemets son duel avec Zarco, puisque Zarco aurait pu lui contester la 3e place, quoi. C'est ça. Donc il réussit à tenir Zarco, mais ça reste une course à la mire, c'est-à-dire un bon épicier. C'est ça. Il part loin et il fait ce qu'il peut, puis il fait un podium. Mais bon, après, là, Mir, il est 4e au championnat, il a 55 points de Quartararo. Ça commence à faire beaucoup. Je pense pas que ça soit lui qui soit titré quand même. Bah, ça voudrait dire que tu vois. Enfin, c'est-à-dire que Zarco, que Quartararo déjà, ils y arrivent pas, et que Bagnaia n'y arrivera pas non plus. Donc, ça fait beaucoup. Ouais, c'est on commence à tirer des plans sur la comète, quoi, mais Mir, 55 points, ça fait beaucoup, mais c'est pas à exclure, hein, parce que après, de toute façon, tout va jouer à la constance, de toute façon, et Mir, à la constance, il est toujours là, quoi. Contrairement à son illustre coéquipier, qui a des textos en faisant du vélo. Voilà, qui a encore ramené sa gueule en disant à ses arcos qui fait des... Oui, alors ça, Rins, il fait une modeste 11e place, je crois. Si je me trompe pas, c'est ça. Et puis après, il trouve encore le moyen de dire, machin, alors monsieur se casse le bras parce que il voit pas une estafette en bord de course. Enfin, en bord de piste. Au bout d'un moment, faut arrêter, hein, parce que... À moins si c'était nul, c'est pas de la faute des autres. Je dirais pas nul, mais faut pas toujours chercher des explications sur les autres. Il faut à certains moments, faut oser se regarder en face, quoi. Bah, c'est un peu dans l'air du temps, je trouve, des courses, hein, c'est-à-dire que les gens ils passent quand même plus de temps, certains à pleurnicher qu'à se dire allez vas-y, qu'est-ce que je vais faire moi pour gagner, quoi. C'est toujours, t'as vu ce qu'il m'a fait lui, dis à la direction de course qu'il a fait ça, t'as vu, c'est pas bien. Ouais, bon, ok, c'est bon, on a vu, mais maintenant, à toi, qu'est-ce que tu vas faire pour gagner la régulière? Bah ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est des comportements qui sont pénibles. Bah, surtout quand, mais Zarco, c'est comme ça depuis 2017. Non, abruti, c'est pas comme ça depuis 2017, quoi. Il a fait des erreurs, comme d'autres en ont fait aussi, hein, et Rins en a fait aussi. Et quand il se met au tas, 9 fois sur 10, Rins, c'est parce qu'il a fait une connerie. Et on l'entend pas dire. Enfin, voilà, quoi. Enfin, c'est au bout d'un moment, comme tu dis, c'est pénible d'avoir toujours des comportements comme ça. Bon, après, c'est dommage, hein. Rins, là, il est 14e au championnat, 33 points. Zarco a fait un dépassement viril, c'est pas ça qui lui coûte 40 points. Non, je suis d'accord. Donc voilà, s'il veut être mieux classé au championnat, s'il veut, faut finir des courses déjà, et puis on en reparlera. Parce que 5 chutes en 4 courses, bon, c'est pas de la faute de Zarco toutes les chutes, parce qu'il y a des chutes, il était quand même bien dans le top 3, et il chute tout seul. Comme un grand, hein, je suis tout seul, puis la Catalogne, c'est bon. Enfin. Donc c'est pour ça que je dis, les mecs, il faut qu'ils arrêtent. C'est des pleurnicheuses, et là, pour le coup, je trouve que c'est, quand t'as des sports comme ça, arrêtez de pleurer. Non mais, putain, faites de la moto, quoi. Il y a ici une part de risque. Sinon, tu fais pas du sport mécanique, tu fais pas de la moto. On a fait le tour des sujets MotoGP. On a fait le tour des MotoGP. Ouais. On va donner quelques résultats puisque ça a couru également dans d'autres catégories, notamment en Moto America, puisque Loris Baz a fait 4e en course 1 et il a fait 3e, donc un nouveau podium en course 2. Au général, il est 6e. Donc cet été, principalement sur le mois de juillet, il va y avoir
principalement du Superbike, puisqu'il va y avoir déjà Royaume-Uni le 4 juillet, et puis par contre le Supersport ne reprendra qu'à Assen, donc C'est le ça. Supersport 600. Donc, Il n'y a pas le super sport en Angleterre. Non. Ouais. Non, ils ont un calendrier assez spécial. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, si tu as l'explication. Alors moi, je n'ai pas d'explication. Par contre, effectivement, sur une des courses précédentes, sur un des week-ends précédents, il n'y avait pas de 300. Et là, sur le prochain week-end, donc en Angleterre, il n'y aura pas de 600. Ou à la limite, tu vois, le jour où on va choper les guyos, on leur posera la question. Ouais, parce que le 300, tu l'as pas souvent, c'est sûr, parce que c'est pas entre parenthèses la grosse course de support, mais le 600, tu l'as maintenant sur toutes les courses. Il y a plus de le 600 qu'en Europe et puis à l'étranger. Ils suivent tout le temps le mondial. Ouais, sauf là, au Royaume-Uni, ça courra pas. Donc à la limite, on pourra en discuter. Si Monsieur Guyot pour une réponse, ça serait sympa. Ouais, je pense On apprendrait des choses. Ouais. Non mais c'est vrai, je serais curieux de savoir pourquoi en fait. Ouais. Bon, ça vaudra le coup de poser la question. Ouais. Sur ce, Stéphane, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. On va essayer quand même de se voir au mois de juillet, histoire de boire une petite bière. Ah bah oui. On va essayer. Hein. Ça serait faudrait, cool, ça. Il faudrait quand même qu'on aille se boire une petite mousse tous ensemble. Une petite mousse à la binouse. Une petite mousse à la binouse. Allez, rendez-vous est pris. Donc, pour tous ceux qui sont en région parisienne et qui veulent nous rejoindre, faites-nous un petit coucou sur le Discord. Il y a le lien sur le compte Twitter de l'émission. Et puis, on essaiera d'aller se boire un coup et puis de papoter, puisque mine de rien, le numéro 100 approche et ça serait rigolo de faire un numéro avec des auditeurs, avec plein d'auditeurs, parce que c'est un numéro 100, c'est important quand même. Allez, ça se fait. Allez, écoute, je vous dis à bientôt tout le monde. À bientôt Steph, ciao. Ciao Cyril, ciao.